C'est une fois de plus ce deux poids deux mesures qu'on peut constater. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui disait quasiment à demi-mot que Rima Hassan pourrait être la nouvelle Jeanne d'Arc des temps modernes, ou du moins une icône. Il avait Victor Hugo, il avait. Victor Hugo, enfin voilà, en tout cas une icône de la scène politique française. Et considérant qu'une partie du peuple est en train d'être remplacée par une autre partie venue d'ailleurs, et donc que cette nouvelle partie du peuple pourrait avoir des symboles comme Rima Hassan érigée en tant que, justement, égérie des combats qu'il représente. Moi, ce que je trouve qui est toujours frappant sur ce type de sujet, c'est qu'on est en plein dans ce qu'on appelle la tyrannie des minorités. C'est-à-dire qu'on a une minorité politique avec justement une complicité du milieu bobo-culturel ou bobo-artistique qui, justement, prennent en otage des festivités qui sont des festivités d'ordre national ou à minima d'ordre d'ordre général, en fait, d'une certaine façon, et qui prennent en otage ce type de célébration pour proposer un discours qui est un discours complètement et un agenda militant. Et je pense que c'est ça le sujet dont les Français ne veulent plus, et c'est pour cela qu'ils disqualifient une partie de ces élites bobo-culturelles et artistiques parce qu'ils considèrent aujourd'hui qu'ils ne parlent plus des Français, et deux, ils sont en permanence sur des revendications à l'international, etc., qui ne touchent pas finalement le quotidien des Français, et ensuite qui prennent en otage, à travers justement une partie de l'industrie culturelle subventionnée par l'État, qui prennent en otage des fonds publics pour proposer un agenda militant. Je trouve que c'est scandaleux d'un point de vue des Français. En tout cas, voilà, c'était la meilleure. Comment concrètement on change la direction et on change la ligne? Oui, cette impuissance, elle est liée au président de la République, puisqu'en fait c'est le président de la République qui est le leader de la diplomatie, c'est lui qui peut activer tous les leviers dont on a beaucoup parlé sur ces plateaux, sur les questions de la relation franco-algérienne, et c'est lui qui a la main finalement, le gouvernement et Jean-Noël Barrot. Finalement, Jean-Noël Barrot, c'est un peu monsieur je condamne, c'est-à-dire qu'en fait il fait des positions de principe, il condamne à chaque fois, on le voit tout le temps condamner de manière très virulente Donald Trump, Vladimir Poutine, etc. Le seul problème, c'est qu'on ne le voit jamais condamner le régime algérien et M. Tebboune. Il fait des communiqués de presse co-signés avec Alger. Oui, voilà, exactement, c'est ça le problème en fait. Il fait des communiqués de presse, après il fait des vidéos TikTok pour s'en féliciter. C'est absolument pas sérieux en termes de diplomatie. Non, par exemple, et c'est là où je pense que la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron, c'est que les Français ensuite doivent se saisir de cette question-là. On a vu l'ensemble des sondages qui montrent que les Français sont plutôt d'accord avec Bruno Retailleau qu'avec la ligne de Jean-Noël Barrot. Mais ensuite, après, pour imposer des thèmes, il faut imposer au président de la République une nouvelle relation avec l'Algérie. Moi, je vais mettre par exemple un sujet sur la table, on doit faire des économies. Dans nos prisons, 5% des prisonniers sont algériens, alors qu'ils représentent 1% de la population. Donc c'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation des Algériens dans la délinquance, ça on le sait, mais également dans nos prisons. Pourquoi par exemple, sur les 3400 prisonniers algériens qui nous coûtent quand même 700 millions d'euros par an de frais d'incarcération, pourquoi le président de la République n'envoie pas la facture à l'Algérie, et pourquoi par exemple il ne fait pas comme Donald Trump avec le Mexique, et ensuite après il met en œuvre des leviers, parce qu'en fait on considère aujourd'hui que les prisonniers algériens sont néfastes pour la France et pour les Algériens aussi, puisqu'ils ne veulent pas les récupérer. Les personnes sous OQTF, les Algériens ne les récupèrent pas parce qu'ils considèrent aussi qu'ils vont causer des problèmes dans leur société. Très bien, on peut comprendre cela, mais pour autant, si vous ne voulez pas reprendre vos clandestins ou nos prisonniers, vos prisonniers qui sont dans nos prisons, et bien dans ces cas-là, vous payez les frais d'incarcération, vous payez les frais de rétention en centre de rétention administrative, parce que ce ne sont pas aux Français, et ce n'est pas à Nicolas de payer à la fois le prix de la criminalité et le prix économique. De l'inverse, c'est la France qui verse encore de l'aide au développement à l'Algérie. Et vous avez en fait une double inégalité. Une inégalité, comme vous venez de le dire, sur l'effort. Qui paye l'effort aujourd'hui de 40 années et surtout de 3 dernières années de mauvais choix budgétaires, notamment depuis le quoi qu'il en coûte, puisque Emmanuel Macron, quand même, a, si je reprends l'expression de Valérie Pécresse, a un peu cramé la caisse lors de la crise sanitaire, notamment, mais pas que, puisqu'il y a aussi d'autres dépenses qui sont une augmentation des dépenses publiques continue depuis au moins 3 ans. Mais surtout, l'autre inégalité, il faut quand même le dire, l'AME crée une inégalité entre les Français et ceux qui travaillent et qui cotisent au système de santé et les migrants qui justement ne cotisent pas et qui sont remboursés à 100%. C'est simple en fait. D'un côté, vous avez des Français qui travaillent, qui cotisent et qui sont remboursés au mieux à 70% par l'assurance maladie et ensuite par leur complémentaire santé. Or, tous les Français n'ont pas de complémentaire santé parce que justement l'augmentation des tarifs des mutuelles, etc., fait que de plus en plus de Français ne peuvent pas se payer une mutuelle. D'un autre côté, vous avez les migrants qui, sous le régime de l'AME, sont remboursés à 100%, 70%, 100%. Donc là, il y a déjà une première inégalité. Et ensuite, la deuxième inégalité, enfin la troisième d'une certaine façon, c'est sur l'accès aux soins. Comme les migrants sont en général dans les métropoles, à Paris, à Marseille, etc., ils ont accès, on va dire, au système de santé beaucoup plus facilement qu'un certain nombre de Français qui vivent dans les territoires ruraux. Il faut quand même rappeler un chiffre qui est éloquent. Au moment où justement certains, comme Madame Pannier-Runacher, refusent de réformer l'AME à minima, il y a 25% des Français
qui renoncent à se soigner. 25% des Français qui renoncent à se soigner. Vous parliez d'Agnès, acceptable peut-être pour l'opinion. Alors pour l'opinion peut-être, mais politiquement c'est risqué en tout cas. C'est accepté dans l'opinion, je pense, d'un point de vue des sondages. C'est aussi accepté dans les quartiers populaires, parce que ce sont eux qui subissent les désagréments et ce sont les premières victimes de la délinquance et de l'ensauvagement de la société et de ces territoires perdus de la République. Des quartiers populaires qui ne l'ont jamais été, mais... Oui, effectivement, on peut le dire aussi, puisqu'il y a gavé d'argent social, etc., on est d'accord. Ensuite, après, l'autre point qui me semble être à dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans ce je pourrais appeler un retour de la féodalité, d'une certaine façon, avec des seigneurs de guerre locaux, donc qui sont des narcotrafiquants, qui se sont émancipés de la charge de l'État et de son organisation, qui mettent en place aujourd'hui leurs propres services de sécurité, parfois même leurs propres tribunaux aussi. Donc c'est un peu toute cette économie-là qu'il faut casser par la lutte contre le narcotrafic. On va marquer une pause et puis dans quelques instants on reviendra sur la polémique Najat Vallaud-Belkacem. L'enquête de Paul Sugy qui est sidérante, on voit toutes les manœuvres politiciennes de M. Moscovici pour maintenir une forme d'idéologie. Je rappelle aussi que c'est lui qui avait refusé de délivrer un rapport de la Cour des comptes sur le sujet de l'immigration parce que nous étions en plein examen de la loi à l'Assemblée nationale. Donc, alors que c'est le rôle de la Cour des comptes. C'est d'éclairer les débats. Donc c'était vraiment le moment où on avait besoin. Et d'ailleurs, le rapport était intéressant. Il était paru quelques semaines après. Il était très intéressant. C'est pour ça qu'il y a le vrai sujet qui avait été porté par certains politiques, c'est le rôle des agences de l'État. Je ne dis pas qu'il faut supprimer la Cour des comptes. C'est un organisme qui est essentiel et c'est une institution, un pilier de la République. Mais en revanche, quand même. Quand même, oui, pour évaluer la dépense publique. Et là-dessus, il y a beaucoup de rapports qui sont très éclairants, notamment sur la politique de la ville, etc. Par contre, on peut se poser la question des 80 milliards d'euros que nous coûtent un certain nombre d'agences qui sont effectivement une fabrique à recaser les copains, l'ANA, l'ANDRU, etc. On peut vraiment démultiplier exactement le défenseur des droits, etc. Et vous allez vous retrouver énormément, bizarrement, toujours les mêmes, des socialistes. Mathieu, si on n'a plus l'ADEME, comment on va savoir combien de fois il faut laver notre jean Par chance, ils n'étaient pas là. Et vous imaginez si ils avaient été présents au moment des faits? Et le nombre de gens qui vivent avec les balles qui sont autour d'eux, etc., le bruit des balles et tout ça. Enfin, c'est vraiment une situation qui est désastreuse. Nous, quand on avait travaillé sur cette question-là, on avait identifié beaucoup de sujets. On avait dit 20 ans après les propos de Nicolas Sarkozy, il y a un mois, pourquoi on n'a jamais réussi à passer le Karcher. On a identifié tous les facteurs d'impuissance publique, mais là-dessus, il y a un point quand même qui est essentiel, c'est que, et je veux vraiment insister dessus, ça rejoint un peu le débat qu'on avait tout à l'heure, c'est que les socialistes portent, je pense, une immense responsabilité dans la question de l'étalement de la délinquance sur tout le territoire national. Parce qu'en fait, avec la loi sur la solidarité sur le renouvellement urbain, la loi SRU, fait par le gouvernement Jospin en l'an 2000, qui impose 20% de logements sociaux dans toutes les villes de France, porté à 25% sous François Hollande. On a étalé les problématiques de Paris, Lyon et Marseille des années 80-90 à tout le territoire national. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez ce type d'événement à La Verrière qui n'existait pas il y a 40 ans. C'est pour ça que des villes comme Châteauroux, comme Nîmes, comme Angers, comme Nantes, comme un certain nombre de Besançon, on peut citer toutes les villes de France, on va dire aujourd'hui, qui sont concernées par les problématiques de narcotrafic, de délinquance et de racaillisation d'une certaine façon des ghettos. Et c'est ça, je pense, le sujet, c'est que les socialistes qui justement sont les premiers à dire il faut plus d'immigration, il faut mettre sous perfusion financière un certain nombre de territoires perdus de la République, de ces quartiers prioritaires de la ville, sont ceux qui nous ont, je trouve, mis dans cette situation-là, en tout cas dans son expression de l'étalement sur le territoire national. Et puis là, on est vraiment au cœur de l'insécurité telle qu'elle est vécue de plein fouet par les Français. On n'est pas là en train de brainwasher sur des faits divers. Il y a 79% des communes françaises, donc sur les 36 000, qui sont touchées par